Comment Ok, ça? je propose qu'on démarre parce qu'on a un agenda qui va être assez riche et puis votre temps est compté. Et puis comme vous êtes arrivé à l'heure, on ne va pas pénaliser ceux qui sont arrivés à l'heure. Un grand merci à vous tous d'être sur cette conférence virtuelle et interactive. On est très nombreux, donc on va se discipliner pour faire les choses correctement, mais en fait, les personnes s'autodisciplinent, donc il y a pas de problème par expérience. On arrive très bien à collaborer, y compris quand on est très nombreux. Donc, près de 300 inscrits à cette conférence. Donc, bravo Gilles, puisque c'est toi qui viens écouter. Et donc, on va essayer de te laisser la primeur des échanges et du temps. Gilles, c'est un ami de longue date. Et moi, j'ai un plaisir très particulier à t'accueillir avec Suzanne Ebischer qui co-anime cette soirée avec moi ce soir. Ce que j'apprécie chez toi, parce que je te connais de longue date, encore une fois, c'est vraiment une personnalité et un esprit qui est profondément humain. Tous ceux qui te connaissent le savent. Un leader d'opinion de la tech européenne et française. Ça, c'est aussi une de tes grandes caractéristiques. D'ailleurs, tu as représenté et tu représentes toujours la France à l'Europe de ce point de vue-là. Et puis aussi un entrepreneur multirécidiviste à succès que tu es vraiment. Et ça change tout en fait, parce que les entrepreneurs ont un caractère particulier. Ils savent ce que c'est que la difficulté, la réussite, les joies, les tristesses, et puis savent rebondir. Ils ont une capacité de Moi, je résilience à confirme. toute épreuve, ce qui te caractérise. Tu es un observateur avisé de l'innovation. Et comme moi, tu es fasciné par quelque chose en particulier qui n'a pas encore été disrupté, pas encore complètement en tout cas. C'est le management et les nouvelles formes d'organisation du travail. C'est pour ça qu'on est réunis ce soir. On va parler essentiellement de ça, en particulier autour des gouvernances à autorité distribuée. Alors, elles ont plusieurs noms. Hein. On les appelle aussi adaptatives ou agiles ou TIL. Mais avant d'en parler en détail et de t'écouter pour un pitch, puis d'enchaîner sur des questions-réponses et des réflexions courtes en petits groupes, ce que permet l'outil électronique que l'on utilise ce soir, je voulais informer les membres de la communauté de l'innovation managériale dont il est question ce soir de deux choses. Je vais juste permettre à ceux qui sont pas encore qui sont encore en salle d'attente de nous rejoindre, parce qu'il y en a tout un paquet, voilà, qui est fait. Et donc, les deux informations que je voulais partager avec la communauté à laquelle vous appartenez tous ce soir, ça concerne deux événements ou deux éléments qui ont été retardés du fait de la crise sanitaire, mais retardés seulement parce que c'est mal nous connaître. On ne va pas se laisser faire par un virus. La première chose, ça s'intitule The Next Gen Enterprise Summit. C'est un sommet de l'entreprise de nouvelle génération qui devait se tenir initialement les 26 et 27 mars dernier au ministère de l'économie et des finances, avec des représentants internationaux sur ces sujets d'innovation managériale et de gouvernance partagée qui venaient de plein de pays. Donc cet événement va avoir lieu malgré le fait qu'il est retardé. Et donc on est en train de recaler avec le cabinet de Bruno Le Maire, puisqu'il nous apporte son soutien et il nous accueillait au centre de conférence Pierre Mendès France une date que l'on espère avant la fin de l'année pour faire quelque chose malgré tout en 2020. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, alors, by the way, si Suzanne, tu peux partager ton écran sur la partie de la présentation du slideware qui montre les partenaires qui avaient soutenu cet événement, parce que je veux leur rendre hommage parce qu'ils ne nous ont pas lâchés en race campagne. Ils ont continué à nous soutenir malgré ces événements. Et donc, je veux remercier les partenaires de ce sommet, dont Ola Spirit. Philippe est avec nous ce soir, je l'ai vu passer. Octo Technologies, Manpower, Maïf et l'ESSEC, qui restent à bord pour la reprogrammation de cet événement exceptionnel en France, qui sera le premier du genre.
Et puis, la deuxième chose pour terminer, ça concernait le livre du même nom qui devait sortir au même moment. Et il sortira finalement fin août en version électronique et en septembre en librairie chez Erol. Sous l'impact de la crise, donc l'éditeur a dû reporter la publication. Et on peut vous livrer aujourd'hui en prime, en première, la couverture. Et je voulais donner, si Philippe et Olivier sont là, qui sont mes co-auteurs, 2 minutes la parole à chacun pour qu'ils vous disent qu'est-ce qui avait été à l'origine de ce livre, avant de laisser la parole à Suzanne pour enclencher la session de ce soir. Je ne sais pas si Olivier, tu es là, Olivier Tranois, et sinon Philippe, que le premier qui veut prendre la parole. Olivier. Merci Olivier. Quelques mots. Bonjour Luc. Bien oui, écoute, c'est bien aussi qu'on puisse se voir maintenant et que malgré le report du sommet et le report aussi de la sortie du livre. Et c'est assez marrant parce que du coup, je me suis posé la question, quel est l'impact finalement de cette crise aussi sur l'entreprise? Je pense que beaucoup se sont posé la question, mais c'est vrai que ça avait une belle résonance par rapport à ce qu'on a écrit justement tous les trois dans le livre, et finalement, je pense que ça a accéléré. Alors, est-ce qu'on verra plus rapidement une généralisation de NextGen Enterprise dans les prochains mois ou années? Ou en tout cas, est-ce que ça va accélérer la prise de conscience qui est de toute façon le préalable à l'avènement de ce genre d'entreprise, et notamment l'accélération de la question du sens d'entreprise, mais aussi de la confiance des managers dans le travail de leurs employés, quand bien même ils ne sont pas dans les locaux. Donc voilà, c'est toute une série de questions qui, je pense, apparaît encore plus fortement avec cette crise du coronavirus. Merci Olivier. Suzanne, je ne sais pas si tu as la possibilité de remettre la main sur la présentation de la conf, parce qu'on voit tes notes de la visioconférence, qui est toujours intéressante, mais qui est du coup pas alignée avec ce que dit le speaker. Je ne sais pas si tu as la possibilité de le mettre à jour, et je vais passer la parole à Philippe et pour nous dire quelques mots sur le livre, qui est le 3e co-auteur. Merci beaucoup Suzanne, c'est génial. Merci Suzanne et merci Luc de votre invitation. Je pense qu'effectivement, comme le dit Olivier, ça permet de révéler l'incroyable complexité en fait, de notre monde et de notre environnement. Ça n'a jamais été, je pense, aussi vrai qu'aujourd'hui. Et le modèle de gouvernance qui prévaut aujourd'hui dans les organisations, celui qui est basé sur une hiérarchie de personnes et cette subordination des unes par rapport aux autres, en fait, a montré ses limites. Cette complexité. Alors bien sûr, c'est d'abord une question d'agilité, de capacité d'adaptation, mais plus largement une question de projet collectif, de sens ou de raison d'être. C'est ce que nous avons voulu montrer dans cet ouvrage, en fait, cette nécessité, cette impérieuse nécessité de passer à d'autres modèles de gouvernance. Je suis très heureux d'avoir pu contribuer à cet ouvrage avec l'interview de plusieurs, enfin plus de 200 pionniers qui ont engagé en fait leur organisation dans cette transformation, dans cette évolution de leur gouvernance et qui le racontent dans cet ouvrage. Nombreux sont les clients d'Ola Spirit, la plateforme que j'ai co-créée il y a maintenant 5 ans pour être ce support à cette transformation du modèle d'organisation. Et je suis évidemment très heureux d'écouter Gilles sur ce sujet passionnant de la gouvernance des organisations. Très heureux aussi d'être associé avec toi, Luc, Suzanne, et les autres partenaires à la réalisation de ce bel événement de NextGen Enterprise. Et j'ai hâte de pouvoir le vivre réellement, même si ces séances avec la visio sont déjà une très belle réalisation. Merci à vous tous. Super, merci Philippe. Du coup, on va revenir sur le transparent d'avant qu'on n'a pas vu, je pense. Voilà, donc ça, ce sont les partenaires du sommet qui est reprogrammé donc
je l'espère fin d'année, au plus vite en tout cas. Nous, on est prêts, on est dans les starts, on a dû repousser à 10 jours de l'événement. Vous imaginez la frustration extrême que l'on a pu avoir avec des intervenants qui devaient venir du monde entier. Donc, un grand coup de chapeau à ces partenaires qui restent avec nous pour réaliser ce sommet. Et il aura lieu, je vous le promets, et ce sera un moment extra, j'en suis certain. Suzanne, du coup, j'ai terminé pour ma partie. Je vais te passer la parole pour que tu nous dises l'agenda de cette session et puis les formats NextGen. Et on enchaînera avec Gilles. Oui, donc bonjour de ma part, je vous salue de Morat, canton de Fribourg en Suisse. Donc je suis très heureuse d'être là avec Luc et Philippe, avec qui on a travaillé comme des fous pour le sommet et qu'on est en train de vous proposer des formats virtuels. On a déjà fait un open space virtuel, on a créé Gen Enterprise Net. Pour ce soir, on va passer au discours de Gilles Babinet. On va lui poser des questions ensuite et ensuite vous aurez l'occasion de discuter à 4 des questions et de ce qu'on vient de discuter pour terminer avec des questions et un échange. Présenter les formats qu'on va vous proposer encore cette année. C'est que donc, ce qu'on fait aujourd'hui, on l'appelle Thrive In, donc de l'inspiration interactive. On va vous le proposer chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Il y aura une suite de l'intelligence collective, donc des open space qu'on appelle Brain Grain. Il y a déjà un format dans le pipeline qui est Less Serious, un Experimentation Lab créatif et différent, une fois par mois, et le sommet en live, et on serait aussi bientôt prêt de le faire en virtuel. Et il y a le Next Gen Tailor Made, si vous avez de faire quelque chose sur mesure, vous pouvez nous le demander. Déjà, la suite de la programmation, je vais en revenir à la fin de cette séance. Le 16 juin, il y a Reshaping Cultural Governance, Martin Schick, qui est artiste et manager culturel. Il va nous inspirer du monde culturel qui est aussi en train de changer la gouvernance au niveau européen. Après, on aura le plaisir d'accueillir Ludovic Quinquin, qui est CEO et co-founder de Octo Technology. Et une séance le 7 juillet, déjà avec Less Serious, avec du virtuel Lego Serious Play en anglais avec Mélanie Winkler qui est avec moi chez Transition. Et là, avec ces informations, j'ai le grand plaisir de passer la parole à Gilles Babinet. Je vous accueille donc ce soir. Vous allez nous parler donc, sur The Next Gen Enterprise en face de cette crise. Je vous passe la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Il se trouve que le quartier vient de tomber en rideau en matière de fibre, donc je fais cette session sur mon téléphone. Si ça ralentit un peu, je couperai la vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Mais merci à Luc, merci à vous tous et toutes d'organiser cette conférence sur ce thème qui me passionne en fait, qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai compris que ça serait surtout une conversation, hein, Luc, si je ne me trompe pas. Je peux faire peut-être un petit propos introductif pour expliquer. La proposition, c'est que pendant 10 minutes, là, en intro, effectivement, tu nous mettes en appétit avec les grands éléments que tu sauras brillamment exposer. Ensuite, Suzanne et moi, on va te faire passer 10 minutes de torture intense avec quelques questions auxquelles tu t'attendais absolument pas. Et puis ensuite, le reste du groupe qui aura pensé pendant que nous chercherons les questions pièges au leur, pourra se livrer au même exercice. Et puis, avec l'outil Zoom, bon, il a un défaut, c'est qu'il est américain, mais il a un avantage, c'est qu'il permet de faire des breakout sessions, c'est-à-dire des petits groupes pour travailler ensemble et revenir te voir après. Donc, ça va nous permettre de réfléchir au milieu. Voilà, Gilles. Magnifique.
Bon, donc j'ai coupé. Ok, super. Donc, un peu de mise en contexte. Moi, j'ai un passé d'entrepreneur. J'ai monté des entreprises dans le domaine de la technologie pendant des décennies, en fait. Et puis, il y a à peu près une dizaine d'années, je me suis intéressé aux enjeux de la transformation digitale, notamment parce que j'étais au Conseil national du numérique et que je voyais bien que la France n'était pas forcément en avance. Et je cherchais à trouver le point d'appui le plus efficace pour initier cette transformation. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de référentiel, puisqu'il n'y avait nulle part d'ouvrage sur ce sujet. Maintenant, il y en a quelques-uns. Il n'y avait pas beaucoup de recherche universitaire. Et donc, j'ai essayé de rassembler des morceaux de connaissances. Et je crois que finalement, quelque chose qui m'a frappé, et je sais que j'ai souvent échangé avec Luc à ce sujet, c'est qu'il y avait clairement une confusion entre les moyens et les objectifs. Et souvent, on voyait des entreprises qui investissaient beaucoup dans la technologie en pensant que c'était comme ça qu'elles allaient faire la transformation digitale et qui, évidemment, rencontraient de puissants échecs. Donc, ça a été un travail progressif. Il y a quelques années, j'ai écrit un ouvrage sur la transformation digitale. Comme souvent, alors partiellement grâce à la commission d'ailleurs, partiellement parce que j'avais des amis un peu partout, notamment aux États-Unis, mais aussi en Chine. J'avais été rencontrer pas mal de gens. Je ne me souviens plus quand j'ai fait l'interview, mais en tout cas, plus que 50, et je ne me rappelle plus très bien, mais beaucoup d'interviews. Et franchement, ça m'a beaucoup impressionné d'observer qu'il y avait une réflexion dans certaines entreprises, évidemment, malheureusement, surtout dans les GAFAM, sur la qualité de la gouvernance, sur la gouvernance en tant que telle, qui était vraiment très très importante et qui allait bien au-delà du fait de faire du code, faire de la technologie, et qui se posait la question de savoir quelle est l'articulation entre les opérations et la stratégie, comment est-ce qu'on construit la stratégie, comment est-ce qu'on crée des systèmes qui sont les plus efficaces possibles, et est-ce que ces systèmes sont évidemment transposables. Donc ça a été finalement passionnant, en fait. Je ne peux pas le dire autrement parce que je me rendais compte qu'il y avait une forme d'imbrication entre management, gouvernance et technologie et que finalement il y avait une mécompréhension, une incompréhension du fait que la technologie, je ne peux pas le dire autrement parce que je crois profondément ça, permet de nouvelles formes de gouvernance et que ce n'est pas la peine d'essayer de faire de l'entreprise libérée, de l'agile, de je ne sais quoi, si on ne remplace pas ça par des nouveaux modes de liaison entre les individus. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, je pense que le manifeste agile et tout un tas d'actes un peu forts que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent, c'est pas venu par hasard. C'est-à-dire que faisant le constat que l'information permettait de créer des nouveaux modèles de gouvernance, il y a eu une vraie réflexion là-dessus. Et ça aboutit à des entreprises d'un modèle nouveau. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est toujours pas compris en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, on voit des entreprises qui continuent à penser qu'on peut garder les mêmes modèles de management et faire des entreprises transformées. Et on voit des entreprises qui pensent qu'on peut modifier le modèle de management et qu'il y a une décorrélation avec la technologie. En réalité, moi, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est qu'on est en train de sortir du modèle command control qui, dans l'air, l'évoque remarquablement bien. Ils l'ont vu dès le tournant du 19e au 20e siècle. Malgré tout, ce modèle perdure largement jusqu'à aujourd'hui. Et on est en train de rentrer sur des modèles qui sont très bizarres. Et je pense qu'ils sont, d'ailleurs, j'ai une certaine réserve à l'égard des modèles qu'on appelle agiles, hein, puisque ce n'est pas exactement ça. C'est des démocratures, c'est-à-dire d'un côté des systèmes qui sont massivement distribués, et puis de l'autre des systèmes qui sont extrêmement autoritaires, parfois plus encore que dans les entreprises
traditionnels, mais qui aboutissent à des entreprises qui sont d'un niveau de performance qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Alors, un bon exemple, je sais que c'est un exemple qui est parfois contesté, c'est, je pense, ce qui vient de se passer il y a 24 heures, c'est les entreprises de Elon Musk. C'est-à-dire des entreprises qui finalement œuvrent dans des domaines assez traditionnels, les lanceurs de satellites, l'énergie ou les automobiles, mais qui, au travers de la data, au travers de modèles de management et de gouvernance, arrivent à avoir des cycles d'innovation qui sont incomparablement plus resserrés que les autres et arrivent à créer, en l'espace de deux décennies, des niveaux d'excellence qui sont absolument incomparables. C'est moins vrai dans le domaine de l'énergie, où pour le moment c'est très consommateur de capitaux, ça n'a pas encore prouvé son efficacité. C'est absolument incontesté dans le domaine des lanceurs spatiaux et dans le domaine de l'automobile. Mais je pense que, après je peux continuer, mais ça sera plus intéressant d'avoir une interaction là-dessus. Je pense que la problématique qui n'a pas été du tout perçue, c'est que ce n'est pas des modèles incrémentaux. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup d'entreprises qui se donnent du mal pour essayer de faire adopter ces modèles-là, mais qui le font dans des logiques qui sont extrêmement incrémentales. Alors, je ne vais pas faire du name shaming, du naming, entre guillemets, mais je ne voudrais pas nommer ces entreprises-là, mais ce que je pense que ces entreprises ne comprennent pas, c'est que le modèle est tellement radical, aussi bien d'un point de vue technologique que d'un point de vue de gouvernance et que d'un point de vue du management, qu'on ne peut pas y arriver d'une façon incrémentale. Il faut avoir une logique vraiment d'autonomisation, et c'est que comme ça qu'on arrive à faire quelque chose qui peut éventuellement fonctionner. Et pour finir ce propos un peu liminaire, je dirais que je connais quasiment pas d'entreprises qui ont réussi à faire leur transformation digitale. Des fois quand je pense à ça, j'ai deux entreprises à l'esprit, peut-être 3 ou 4. J'ai une entreprise chinoise qui est ailleurs, qui fait de l'électroménager, voilà, donc assez intéressante, mais pas aboutie sur certains aspects. C'est une entreprise intéressante. Je parle des entreprises traditionnelles, alors, évidemment. Hydro-Québec, qui est une entreprise d'énergie québécoise, assez intéressante, et c'est vraiment pas ma tasse de thé. McDonald's, qui est aussi une entreprise intéressante. Pardon, c'est moi, je ne devrais pas, je fais ça. Voilà. Hop. C'est un peu le constat que je peux faire. Il n'est pas forcément très glamour, mais j'en suis pour le moment là. Et oui, pour finir, je dirais que en proxy, j'ai pratiquement 270 entreprises. J'ai des entreprises qui sont des ETI, j'ai des entreprises du CAC 40, j'ai de la data qui vient de Eurostat, j'ai fait des deals avec des cabinets de conseil américains pour récupérer de la data sur des entreprises. Et puis, évidemment, j'ai tout. Voilà, et donc, j'ai beaucoup de mal à pouvoir dire, aujourd'hui, il y a une route pour pouvoir transformer les entreprises traditionnelles. On peut faire beaucoup de chemin, on peut faire beaucoup de choses. Il faut un management extrêmement courageux pour faire ça. C'est très rare. Et il faut, je pense que la ligne de crête est vraiment très, très étroite pour réussir à faire ça. Voilà. Alors, lorsqu'on préparait, on avait évoqué le modèle pyramidal classique, et puis ce que John Kotter explique la translation de ce modèle qui peut persister pendant la transformation sur un modèle plutôt de réseau d'équipes. Est-ce que déjà tu penses que c'est possible de se transformer progressivement de la pyramide vers le réseau d'équipes, donc une hiérarchie d'équipes plutôt qu'une hiérarchie, comme le disait Philippe lorsqu'il parlait du livre de subordination, ou est-ce que tu penses finalement que c'est l'apanage de nouvelles sociétés et si oui, comment on y va en fait? Qu'est-ce que tu as pu observer dans les sociétés que tu as conseillées par exemple? Alors,
déjà, il y a une graduation. C'est-à-dire que la première chose, c'est que je ne crois pas du tout à la transformation digitale par l'interne. Je ne sais plus si c'est avec toi que je parlais de McDonald's. Mais McDonald's, ils ont créé une BU qui couvrait plusieurs États américains pour faire leur transformation digitale. Ils ont mis les meilleurs là-dedans et c'est comme ça ils leur ont dit de faire absolument ce qu'ils voulaient. Voilà, donc le coup de dire on prend le système productif et puis on va l'incrémenter et petit à petit on va faire notre transformation digitale, ça marche pas. Et même le coup de la BU, encore une fois, voilà, il y a des gens que je peux pas citer là-dedans, mais moi je connais des CEO de grandes entreprises, des Fortune 500 mondiales, qui disent on essaye par le mode BU et on a beaucoup de mal. Il y a plusieurs raisons qui prévalent à ça. D'abord, il y a l'enjeu de la legacy technologique, c'est-à-dire que quand on est avec des tonnes de Oracle, de SAP, de je ne sais quoi, et que les systèmes sont très hétérogènes, on met beaucoup d'énergie pour gérer la compliance, pour gérer l'accès à la data. Et en fait, on se retrouve petit à petit à se faire rattraper par la culture de l'entreprise là-dessus. Deuxième chose, c'est que, je vais dire un truc terrible, mais si les gens sont chez vous, sont dans votre entreprise, ils sont chez vous parce qu'ils n'ont pas monté d'entreprise, parce qu'ils n'ont pas une culture, entre guillemets, d'entrepreneur. Il n'y a pas d'entreprise de blue chip traditionnelle qui a une culture entrepreneuriale. Et je sais que c'est très heurtant à dire ça, parce que je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens de très très bonne qualité, mais il y a quelque chose qui est consubstantiel, je pense, aux entrepreneurs, c'est la transgression et le franchissement de lignes jaunes. Je veux dire, vous prenez les patrons des GAFAM, ça a tous à un moment donné été des voyous, mais c'est impressionnant. Zuckerberg, parce qu'il a volé le directory des contacts de Harvard, Steve Jobs, parce qu'il a fait des blue box, Bill Gates, parce qu'il a truandé la carte de sa bibliothèque pour accéder à un ordinateur, et ainsi de suite. À un moment, ils ont eu un acte de transgression extrêmement fort. Ce n'est pas des voyous, c'est des hackers. Non, mais oui, c'est ce que tu veux. Il y a un truc dans le livre de From Zero to One de Peter Thiel qui est vraiment impressionnant. Il parle de l'équipe de fondateurs de PayPal et il dit, en fait, dans les 4 fondateurs de PayPal, un truc qui nous a réunis, on s'est rendu compte a posteriori de ça, c'est que tous les 4, à un moment, on avait fabriqué des explosifs quand on était adolescent. Voilà, ça, c'est un acte de transgression. Je me retrouve assez bien là-dedans parce que je l'ai fait aussi. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'ont fait. Mais pourquoi c'est important? Parce que le digital, c'est pas une technologie incrémentale. C'est une technologie qui pousse à revenir de la boîte, vraiment de façon extrêmement forte. C'est-à-dire d'aller sur des terrains où on ne va pas, aussi bien en termes de modèles d'affaires, d'expérience utilisateur, de création d'écosystèmes ou de modèles multifaces avec des partenaires qui sont d'une nature totalement différente de ce que l'on connaissait auparavant. Et donc ça milite beaucoup, effectivement, pour créer des systèmes qui sont extrêmement autonomes du cœur de l'entreprise. Pourquoi ça? Parce que d'abord, il faut permettre aux innovateurs d'être libres du legacy technologique, d'être libres du legacy culturel, et en particulier des anticorps culturels, des anticorps extrêmement forts. Je veux dire, si vous dites, vous êtes une banque et vous dites on va faire une néobanque et ça sera gratuit et puis ça reposera sur la data, tous les gens qui vivent des revenus des services bancaires traditionnels, ils vont consacrer une part significative de leur énergie pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas, que ce que vous faites ne fonctionne pas. Je vous dis ça parce que c'est un exemple vécu. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu d'assez près d'ailleurs, et c'était impressionnant de voir que finalement, le principal frein, c'était pas le régulateur, c'était pas les clients qu'il fallait convaincre, non, c'était les ennemis qui étaient à l'intérieur de la banque et qui ont réussi d'ailleurs à avoir la peau du projet au bout d'un moment. Donc c'est quelque chose qui, je crois, est extrêmement présent. Et finalement, moi, les choses que je vois qui sont les plus intéressantes, c'est, par exemple,
comment ils s'appellent? C'est Standard Bank. C'est des Polonais. Ils ont racheté une start-up, une banque, voilà. Et ils ont dit à la start-up, c'est vous les patrons. Le CEO de la banque, c'est le CEO de la start-up. Hein, et on ne touche plus à la legacy. C'est fini, la legacy technologique, on n'y touche plus. Il n'y a plus qu'un endroit où on fait des investissements, c'est dans le système d'information de la start-up qu'on a racheté. Et ils ont réussi comme ça. Ils ont multiplié ils ont fait cette acquisition fin 2008 de mémoire, donc on est 12 ans plus tard. Ils ont 4 fois plus de clients que ce qu'ils avaient à l'époque. Ça, c'est très rare. Ce genre de choses, c'est extrêmement rare. Et ils ont pris vraiment la face nord, puisqu'ils ont dit, finalement, on va prendre les transgresseurs, on va les mettre au pouvoir des barons, entre guillemets. C'est eux qui vont devenir les seigneurs et être capable de cette maturité en matière de gouvernance. Je l'ai vu vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Ok, sur les caractéristiques de ces entreprises de nouvelle génération, on a parlé de la distribution de l'autorité. Quelles sont les autres caractéristiques majeures que tu vois et qui sont des challenges pour les legacy companies? Alors, il y a un aspect quand même qui mérite d'être évoqué, évidemment, c'est les modèles d'innovation. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant parce que quand on touche au modèle d'innovation, c'est comme si on mettait le doigt dans la plaie directement. En général, une entreprise, il y a une direction de l'innovation. C'est assez marrant parce que si je prends moi des entreprises que je trouve extrêmement brillantes comme Spotify, ou en ce moment ils sont un peu challengés, mais néanmoins Airbnb, mais ça serait aberrant d'imaginer qu'il y a une direction d'innovation dans ces entreprises, elles sont complètement transversales. Donc, on pourrait appeler la direction de l'innovation, la direction des opérations, ça serait à peu près la même chose. Notamment parce qu'on est en DevOps sur ce genre de choses. Et je trouve que ce qui est vraiment intéressant, particulièrement dans Spotify, c'est comment on réussit à être une décacorne avec donc des milliers de collaborateurs et comment on réussit à garder la même vitesse d'innovation que quand Daniel Ek a réussi à faire ça là-dessus. Et pour le coup, il a complètement intégré le Scrum, en fait, puisque c'est vraiment leur modèle, c'est un modèle en Scrum, avant toute chose. Et entre la vision stratégique et les opérations, ils ont créé un système qui est extrêmement lâche en reporting. Entre les différentes équipes d'innovation, extrêmement lâche également. Et la structure même de l'entreprise est organisée autour du fait qu'il y ait de l'autonomie dans les cellules. En fait, c'est la principale chose. Je ne sais pas, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à Spotify, qui à mon avis est un des plus beaux modèles de management qui existent, que je connaisse en tout cas. Mais toute l'organisation consiste à dire, si quelqu'un va modifier la KYC par exemple, tout le reste peut continuer à fonctionner. Et même si la KYC se met à dysfonctionner, ça ne touchera pas au fonctionnement du reste. Voilà. Je dis ça comme ça. Et on s'aperçoit, moi ce que je vois, c'est que j'ai travaillé sur des organisations où il y avait des notions de continuité d'activité qui étaient extrêmement sensibles. Hein. Si vous faites, je ne sais pas moi, si vous produisez de l'énergie par exemple, ou si vous faites des systèmes industriels qui ne peuvent pas s'arrêter, etc. Il y a vraiment, c'est très compliqué d'arriver à faire des systèmes qui sont résilients dans ces contextes-là. Et en général, la baronnie va vous expliquer que ce n'est pas possible. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une route pour le faire. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et là, ça rejoint des modèles de DevOps où la data va permettre d'avoir de la résilience, permettre de faire perdurer l'activité sur ce genre de choses. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, c'est que c'est sans doute une des problématiques qu'on a, c'est que vous avez toujours le niveau de maîtrise culturelle qu'il faut avoir pour comprendre ça. Ça passe par à la fois une compréhension de modèles de management qui sont extrêmement sophistiqués, qui en soi sont difficiles à acquérir,
et en même temps un niveau de maîtrise technologique qui est extrêmement élevé. Et c'est là où ça me pousse à dire que finalement, c'est pour ça que les managements traditionnels n'y arrivent pas. C'est que finalement, la barre est tellement haute que la seule possibilité que vous arrivez de réussir à faire ça, c'est d'avoir des gens qui ont intrinsèquement cette culture et qui viennent du monde de la start-up, de l'innovation, par défaut, quoi, d'une certaine manière. Et je pense qu'il y a un passage de bâton qui n'a pas eu lieu. Et d'ailleurs, ça me permet de Peut-être dire... poser une question par rapport à ça. Vous dites que c'est la digitalisation, c'est les entreprises qui ont amené cette culture-là et que pour les entreprises avec une tradition de management à l'ancienne, que c'est très difficile à acquérir. Est-ce que vous voyez avec quoi une entreprise traditionnelle qui a la forme de management pyramidal, avec quoi il faudrait commencer? Ah oui, alors c'est très simple. Là, la réponse, par contre, c'est hyper simple. Il faut commencer par le CEO. Voilà. Il n'y a aucune transformation possible, je n'arrête pas de le répéter, si le CEO n'a pas cette culture. Ouais. Voilà. Et ça, ce n'est pas négociable. Je veux bien discuter avec qui veut contrer ce point-là. Je serais très heureux d'avoir un débat autour de ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, d'abord, c'est une question de courage. C'est-à-dire que mettre une expérimentation à base de blockchain ou d'intelligence artificielle, tout le monde le fait et tout le monde l'a fait, en fait. Et on va faire de la PR avec ça et tout le monde est content et on va pouvoir mettre en avant sur le podium les gens qui font ça. C'est extrêmement sympa. Par contre, aller chercher les gens qui sont des barons et leur dire qu'ils vont descendre de leur baronnie pour rentrer dans un mode projet, ça, c'est incroyablement plus difficile. Oui. On parle que ça m'effraie toujours de voir combien il y a de niveaux intermédiaires qui arrivent parce que tout le monde, je dirais, joue le jeu du roi nu à justifier l'existence de leur job. Mais en réalité, quand vous êtes dans un mode projet, un mode vraiment, vous avez une proportion de l'entreprise qui est en mode de production qui est pas loin de 100%. Enfin, je veux dire, c'est les fonctions. Je prends par exemple Apple, les fonctions financières centrales, je crois que c'est 130 personnes. Voilà, sur une entreprise de 70 000 personnes, ou plus encore, d'ailleurs, je crois que c'est plus encore que ça. Voilà, ça n'existe pas dans une entreprise traditionnelle, parce que tout le reste est dans de la production. Voilà, les gens qui font du contrôle de gestion, ils sont rattachés à des modes projet, des modes de production. Ça parle assez bien. Et encore une fois, je ne prendrai pas Apple comme un modèle de management pour ce que je veux mettre en avant par ailleurs. Mais pour autant, ils ont adopté ce modèle-là de façon extrêmement forte. Voilà, donc si vous voulez réussir à faire cette transformation, si vous voulez faire en sorte que la prise de risque soit plus importante dans ces modes distribués, eh bien, vous avez intérêt à avoir quelqu'un qui porte la culture d'entreprise. Ouais. Et il va l'apporter de deux côtés. Hein. Il va l'apporter du côté des actionnaires et du board, où là, le reporting financier, les quarters et tout ça, c'est terminé. Je le dis parce que les entreprises en transformation se retrouvent avec cette problématique d'avoir une vraie contrainte financière. Je pense que ça les freine. Moi, je connais beaucoup de CEO en France, en Europe et même dans des entreprises américaines qui me parlent de la tyrannie du fait de ne pas rater des quarters et donc de la contrainte financière. Je connais un CEO d'une fortune 100 entreprise mondiale qui est obligé d'isoler dans une BU toutes ses activités innovantes et de les flotter telles quelles, parce que sinon il pense qu'il n'arrivera pas à se dégager de ça avec les analystes financiers. Et même chose vis-à-vis du board. Si vous n'avez pas un board qui comprend votre stratégie, vous vous mettez en fragilité et vous n'allez pas le supporter très longtemps. Je connais un autre CEO d'une très très grande entreprise assurantielle qui a été rattrapé par la patrouille et parce qu'on voyait bien qu'il mettait en risque les quarters, on lui a demandé d'arrêter de changer son modèle organisationnel et de revenir à quelque chose de plus classique. Et donc, vous dites quoi? Comment convaincre les shareholders d'une nouvelle mode de gouvernance, de ce nouveau mode de gouvernance? Quels sont les arguments pour les convaincre? Vous en parlez là. C'est, je pense, de leur faire comprendre le monde qui vient et leur dire les 5, 10, 15, 20, 30 quarters qui viennent, on les rattrape peut-être pas, mais
on met peut-être en danger l'entreprise à moyen terme au-delà de ça. Et si vous voulez, un exercice que moi j'ai souvent fait, c'est de prendre des COMEX d'entreprise et de leur dire, on va essayer de dessiner le monde de demain. Et on va le dessiner pour vous, on va le dessiner de ce que vous voudriez devenir, comment vous voulez faire évoluer ça, et puis comment vous voyez votre menace évoluer. Et est-ce que le monde que vous voyez, vous pensez que vous êtes en train de faire en sorte que votre entreprise s'y dirige? Et vous voyez très vite l'énorme diffraction qu'il y a entre la menace, l'aspiration et le plan opérationnel. C'est impressionnant parce que, à la limite, c'est presque de la psychanalyse. C'est-à-dire que moi, j'ai rien à faire. Je leur demande de faire cet exercice. Et à la fin de la matinée, ils me disent « Waouh, on a un énorme travail à entreprendre. » Je l'ai fait vraiment avec une entreprise. Bon, alors, je ne peux pas le faire beaucoup parce que j'ai beaucoup d'activités à côté, mais je l'ai fait il n'y a pas très longtemps avec une grosse entreprise minière, un leader mondial. Ils étaient très impressionnés par ce qu'ils voyaient ressortir. Excellent. David Fayon, qui est avec nous, remarque effectivement Spotify que tu as pris en exemple n'est pas américain. Et ça, c'est. Il dit il y a aussi des boîtes suédoises comme IKEA, Volvo qui le sont pas plus. Est-ce que du point de vue culturel, tu penses qu'on a un avantage en Europe pour aller vers ce genre de transfo et de mode d'organisation, ou c'est plutôt quelque chose qui va venir de l'autre côté des États-Unis, de l'autre côté du Pacifique? Ouais. Les blue chips américaines sont pas bien. Hein. C'est mieux qu'en France pour certaines d'entre elles. Je pense que par exemple Walmart, sous la menace, a fait un comeback absolument extraordinaire. Ils reprennent des parts de marché à Amazon aujourd'hui et ils ont la culture entrepreneuriale de l'entreprise est restée. Je pense que le fait que ce soit toujours la famille Walt qui soit un peu aux commandes, ils ont réussi à faire ça. Si on prend leur équivalent en Europe et en France, je ne vois pas ça du tout. Donc oui, pour certaines entreprises, mais la casse aux États-Unis a commencé. Il y a beaucoup d'entreprises qui font partie du top 200 des entreprises américaines qui sont clairement attaquées par les GAFAM et Sears, plein d'autres, enfin, je pourrais en citer quelques-unes, sont aujourd'hui vraiment, vraiment en danger. Et ce sont souvent des entreprises qui se sont listées, qui ont perdu leur culture entrepreneuriale, qui ont vécu des LBO, des choses comme ça, et qui se sont retrouvées prisonnières d'un management qui n'avait pas de culture entrepreneuriale et qui sont en vrai danger. Voilà, donc, je pense qu'il y a des gros blocs qui vont tomber là prochainement dans l'économie mondiale de ce point de vue-là. Alors moi, je me permets comme je regarde sur l'heure, je constate qu'on a déjà beaucoup discuté et j'aimerais ouvrir maintenant la possibilité de poser des questions au public. Il y en a déjà quelques-unes dans le chat et je vous propose, comme on est tellement nombreux, que vous mettiez vos questions dans le chat et puis on peut vous donner dans l'ordre la parole pour poser ces questions. Donc, si on se prend un moment, si vous avez des choses que vous aimeriez poser à Jules, vous notez les questions dans le chat et puis sinon, vous copiez-collez ce que vous avez déjà mis. J'ai Myriam Gourlier qui a déjà posé une question. C'est peut-être plus les investisseurs actionnaires qu'il faut convaincre avant le CEO, puisque ce sont eux qui bloquent finalement l'évolution de la transformation, même si le CEO en a envie. Et donc, pendant que vous répondez, je vous prie les autres de mettre vos questions pour qu'on puisse enchaîner. Merci. Oui, merci, c'est une bonne question. Oui, on pourrait dire ça maintenant. Le problème des actionnaires, c'est que c'est un ventre mou, c'est-à-dire que ça dépend complètement de la nature des actionnaires. Si c'est des fonds de pension, je pense que c'est extrêmement difficile d'arriver à faire ça. Si c'est de l'actionnariat familial, parfois ils sont très brillants et ils arrivent à le faire, mais pas toujours. Et voilà, je connais des entreprises qui ont... moi, ce que je vois plus, c'est quand même un CEO qui prend conscience de cet enjeu,
et qui va convaincre les actionnaires que c'est ce qu'il faut faire. Je vois moins alors dans les ETI peut-être un peu, mais généralement c'est des actionnaires actifs, c'est-à-dire qu'il y a encore des membres de la famille dans l'exécution. Et je n'ai pas connaissance d'une entreprise où les actionnaires ont été chercher un management pour faire la transformation digitale et où ça se passe bien. Voilà. Je ne connais pas tous les cas non plus et je n'exclus pas que ça n'existe pas. Mais je vous ai donné l'exemple de Walmart. Bon, ben, Walmart, c'est quand même un cas d'une entreprise qui est une des plus grandes entreprises mondiales, un lien très fort, une confiance entre le top management, qui est un top management familial, et l'actionnaire. Voilà. Et puis je connais des cas où, je vais le nommer d'ailleurs, je pense qu'une entreprise comme Schneider, Tricoire, il est en train d'arriver à convaincre ses actionnaires d'y aller. Mais c'est difficile, c'est très pénible pour lui d'arriver à faire ce genre de choses. Voilà. Et je peux prendre des exemples contraires. Je prends par exemple dans la galaxie de Warren Buffett, eh bien, il n'y a pas d'entreprise, à ma connaissance, à part McDonald's, où ils réussissent la transformation digitale. Voilà. McDonald's, c'est le CEO qui a emmené ça, qui a vraiment lancé qui a initié ça, d'arriver à faire ça. Sur le reste, c'est très problématique. Non, merci beaucoup. On avait une question de Suzanne, de Yves Cazot. Peut-être tu peux prendre la parole, Yves. Et puis, ça rejoint Marine aussi. Dans un grand groupe, comment impulser à l'échelle d'une équipe filiale cette dynamique d'autonomie, d'innovation en faisant fi de la lourde procédure de la hiérarchie? Quels outils proposer? Et je ne sais pas, Yves, si tu es encore là, si tu peux peut-être dire ce que tu pensais par la stratégie Léopard que je comprends bien pour ma part. Mais je te laisse en parler. Je suis tellement d'accord avec Gilles que je vais être très bref. Je suis complètement d'accord sur le fait que si ça ne part pas du CEO, on est dans un autre monde. On fait, je disais en rigolant, c'est du Canal Drive, ça va parler à ceux qui ont plus de 45 ans. Mais ceci dit, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire bien qu'il ne faut pas essayer petit. Et le Léopard, l'approche Léopard où il y a quelque part, en général, c'est un membre du COMEX qui lui y croit, que ce soit Sales. Moi, j'ai vu ça dans une... J'avais fait une visite chez Spotify et au retour, on est allé voir un opérateur nordique. C'est le patron des sales qui a fait il y croyait et bon, bah, ça dépote quand même. Donc, voilà, il ne faut pas être maximaliste là-dessus parce qu'une fois qu'on se dit c'est le CEO qui compte, il n'est pas convaincu, à ce moment-là, on peut pas, ça serait dommage de croiser les bras. En revanche, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à la même ampleur de résultats. Oui, bonjour Yves. Alors, en fait, c'est vrai que je suis très exigeant. Moi, je parle d'aboutissement. Mais je suis complètement d'accord avec toi, moi. Donc, je sais pas de... je vois des transformations en cours, je vois des gens qui font des efforts et quand même, il y a des gens remarquables dans le management de la plupart de ces entreprises et c'est à saluer. Je parle d'entreprises qui finalement sont parties il y a une dizaine d'années et qui ont eu vraiment une grande continuité sur ce sujet. Voilà, Jean-Pascal Tricoire, il a vraiment vu ça il y a plus de 10 ans. Je pense il y a 10 ans, ouais, c'est à peu près il y a 10 ans, il s'y est mis. Ça a été extrêmement dur, c'est loin d'être fini, parce qu'il faut faire une entreprise plateforme. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais l'objectif de chaque entreprise, c'est de devenir une plateforme. Et le travail qui reste est considérable. Aujourd'hui, la moitié du résultat de l'entreprise vient du logiciel, voilà, et ils doivent être, font 39 milliards de chiffre d'affaires, ils doivent avoir 12 ou 14 milliards qui viennent des systèmes, dont le logiciel, et c'est en soi assez remarquable. Ça fait la plus grosse entreprise de logiciels française de très loin, devant Dassault Systèmes, devant qui on veut sur ce plan. Est-ce que je peux passer la parole pour la prochaine question à Cyril Roger qui a posé la question comment on passe à l'échelle. Donc, est-ce que je peux vous libérer?
Une question simple, mais réponse peut-être un peu compliquée. C'est, dans mon expérience, j'ai eu beaucoup d'innovations brillantes qui échouaient à la mise à l'échelle, au passage à l'échelle, non seulement en termes évidemment de moyens, mais surtout en termes de culture. Et le mode projet à l'échelle d'un groupe de 30 milliards est peut-être difficile à manager. Donc, quelle est la clé du succès d'un passage à l'échelle réussi entre une start-up, il y en a sûrement beaucoup qui ont réussi, hein, Spotify ou d'autres, à l'époque où c'était une start-up, et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu devenir effectivement des licornes, et puis ensuite des multicornes, mais quel est finalement l'un des ingrédients ou les ingrédients majeurs qu'il ne faut pas oublier? Ouais, alors, attention, hein, je voudrais bien préciser, la mise à l'échelle quand on est une start-up, ce n'est pas du tout la même route que quand on est une entreprise traditionnelle, hein. Et je vais quand même répondre à cette question parce que je la trouve vraiment intéressante. Il y a quelque chose qui est évident dans le cas de Spotify, c'est la qualité de la gouvernance. Je veux dire, c'est incontestable. C'est probablement une des entreprises les mieux managées au monde. Et ça passe par vraiment une réflexion continue, une obsession de Daniel Ek sur ce sujet. Et je connais peu de gens qui passent probablement la moitié de son temps à discuter avec les patrons des GAFAM, sauf ceux avec qui il est en concurrence, et encore, il parle beaucoup avec des gens qui sont issus de ça, les meilleures entreprises dans le monde d'une façon générale, des gourous du management, etc. Il est obsédé par ça, et il est obsédé par le rapport entre la vision et les opérations. Et je pense que moi, ma modeste expérience de start-upper, j'ai toujours trouvé que les gens qui arrivaient à bien s'en sortir, c'est les gens qui étaient capables de faire les deux. En fait, parce que j'ai vu des gens qui avaient une vision remarquable et qui étaient incapables de la mettre en musique, et puis j'ai vu des entreprises qui avaient une exécution absolument extraordinaire, mais qui étaient incapables de savoir où elles allaient. Et je veux dire, c'est très facile d'ailleurs de sortir des exemples à cet égard, des entreprises qui ont marché pendant un moment et qui ont été, je veux dire, je suis désolé, c'est terrible de tirer sur l'ambulance, mais enfin non, je ne vais pas donner de nom, mais je veux dire, dans les startups françaises en tout cas, il y a vraiment beaucoup de cas de l'un ou de l'autre, mais on va pas, je ne vais pas faire ça. D'accord, merci beaucoup. Milly, tu es en train d'observer les questions qui se sont posées. Comme on arrive bientôt au terme, est-ce qu'il y en a une question où tu aimerais donner la parole à quelqu'un que tu trouves très Oui. intéressant? Alors, Aude avait une question aussi. Pour passer au nouveau modèle, quelle est votre analyse du levier de l'intrapreneuriat dans les entreprises traditionnelles? Avez-vous des retours d'expérience? Peut-être Aude, vous êtes toujours là, je peux vous unmute. Alors, merci. Question d'importance. En fait, je crois que je l'ai dit. Oui, c'est bon, mais la question était exactement celle-là. Ok, super. Donc, la question est importante. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, hein. Pour moi, en gros, il y a trois modèles. Il y a vraiment le modèle, je le fais en interne, en incrémental, et je me plante, c'est garanti. Voilà. Il y a de l'autre côté le modèle externe, c'est je rachète une start-up et puis j'essaye de cultiver la croissance de cette start-up. Et puis, il y a un modèle hybride qui est j'isole des gens qui sont capables de prendre des risques, qui ont une culture de management, de la technologie qui est intéressante. Je leur donne un espace de jeu, je les protège des anticorps et je les aide à se développer. Ça, je pense que c'est un modèle qui faut encourager. Pardon, j'arrête ce truc. Et donc, voilà, mais si vous voulez, il faut aller jusqu'au bout. Quand on est CEO de ça, ça va tanguer. C'est-à-dire que à des périmètres pays et on leur a donné des moyens pour faire ça. Évidemment que ça, tout le monde n'est pas, c'est pas juste. Pourquoi eux? On a des gens qui partent, voilà, qui trouvent que c'était à eux qu'on aurait dû faire ça. C'est des arbitrages qui sont compliqués d'arriver à faire ça, mais c'est une clé qui est nécessaire. Et si vous voulez,
tout le monde veut monter dans ce camion. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens veulent monter dans ce camion. Il faut être extrêmement brutal dans le choix des gens qui vont réussir à monter dans ce camion de l'innovation digitale. Je vais vous dire, moi, j'ai participé au casting de ça. Ça a été très acrimonieux. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Dans un cas particulier. Et on m'avait prévenu, on m'a dit que ça serait difficile. Ça aboutit au départ de VP de l'entreprise qui considérait que c'était à eux de le faire, quoi. Oui, peut-être, donc on arrive bientôt à la fin. Il y a une question de Tony Teixeira. Si vous voulez prendre la parole pour poser votre question. Oui, bonjour à tous. Bonjour Luc. Salut, Oui, Tony. en fait, aujourd'hui, je vous entendais pitcher sur la partie baronnie. Effectivement, c'était un frein à chaque évolution. Et aujourd'hui, je voulais savoir s'il y avait des moyens pour accélérer cette quête de sens et puis cette notion de confiance envers les collaborateurs, juste pour exprimer que il y a quelques temps en arrière, on ne pensait pas mettre toute une entreprise en télétravail parce qu'il y avait cette fameuse baronnie qui disait ils ne sont pas prêts. Et puis finalement, on l'a fait dans le contexte que vous connaissez. Et puis finalement, on s'aperçoit que chaque collaborateur travaille, trouve des idées, est novateur. Et franchement, je trouve qu'on a progressé. Donc, je voulais avoir votre vision, Gilles, et peut-être Luc aussi, sur cette évolution et cette capacité à faire confiance aux collaborateurs. Merci. Et franchement, merci pour votre question parce qu'en fait, ça va nous permettre effectivement de finir. Enfin, je ne sais pas s'il y aura d'autres questions après, mais sur un point positif, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Et je pense que, moi, ce que je dis au management des entreprises, c'est le premier exercice à faire, enfin l'un des premiers, on va dire, exercices à faire, ce n'est pas tout à fait le premier, c'est de créer une vision. Et ça serait trop long d'expliquer comment on crée une vision parce que c'est un exercice bottom-up et top-down qui est compliqué à faire. Et si vous voulez, cette vision, elle va avoir plusieurs vertus. C'est pas grave si elle est fausse, je dis toujours ça. C'est vraiment pas grave si elle est fausse. Ce qui est important, c'est qu'elle polarise les collaborateurs et qu'elle crée de l'adhésion. À partir de la vision, vous allez pouvoir créer plusieurs roadmaps. Vous allez créer une roadmap de gouvernance. C'est là-dedans que vous allez dire on va passer de X niveau hiérarchique à X niveau hiérarchique, et puis on va créer des BU qui vont être autonomisés, etc. etc. C'est ce genre de choses. En dessous, vous allez créer une roadmap de capital humain, parce que vous allez devoir retrainer, réorganiser, recruter, et ça va vous être extrêmement valeureux pour pouvoir savoir comment recruter et quand. Voilà. Et puis, vous allez créer une troisième roadmap qui est surtout pas une roadmap d'innovation, mais une roadmap d'infrastructure technologique. Comment on se débarrasse du legacy, comment on libère la data, comment on casse les silos dans la data, etc., etc. Et voilà. Et si vous voulez, je dis toujours, et je ne le dis pas depuis la crise du Covid, mais vous devez inclure le monde qui vient, c'est-à-dire l'environnement, la résilience dans votre vision. C'est essentiel parce que sinon, ça ne sert à rien de faire ce genre de choses. Et ce qui se passe quand le management fait ça, c'est que vous allez créer une adhésion qui est extrêmement forte des gens qui vont accepter un certain nombre de sacrifices pour pouvoir adhérer à ça parce que ça les dépasse. Ça les porte, en fait, sur ce genre de choses. Finalement, ils vont dire, OK, je vais faire du projet, j'en ai pas fait depuis 20 ans parce que c'est tellement top que je vais accepter de faire ça. Vous allez créer une marque en capable d'aller chercher la jeune génération et leur dire, écoutez, on a un projet qui nous dépasse et c'est super, on va le faire de cette façon-là. Et en fait, si vous voulez, ce qui est très étonnant, moi ça m'arrive de parler avec des gens qui sont à la tête de boîtes énormes, et je leur dis, mais c'est quoi votre vision? Et ils me donnent des trucs qui sont tellement bateaux, tellement entendus de partout, on veut être gentil et tout ça, que je leur dis, mais personne ne va venir chez vous. C'est pas possible, il faut le refaire, quoi. Et quand vous commencez à l'articuler de façon assez précise, en mettant la technologie à l'intérieur de ça, ça devient crédible. Et les gens se disent, OK, il y a un vrai truc à faire avec cette boîte-là, il faut que je vienne chez eux pour les aider à le faire. Moi, j'aimerais bien clore avec une question. Donc, vous dites que c'est intégrer le digital dans l'entreprise. Et quand on parlait justement du sens,
Et de trouver le sens, c'est souvent, enfin, en dehors du digital, mais c'est vraiment la raison d'être de l'entreprise et de la raison d'être de chacun. Euh, comment ça colle là, justement avec la digitalisation, à votre avis? Écoutez, pour moi, je vais couper la caméra. Euh, le, enfin, si vous voulez, j'ai fait l'autre jour, c'est marrant, c'est le dernier webinaire que j'ai fait. Je fais un webinaire sur numérique et environnement. Et en fait, on a actuellement une grande tendance à la décroissance, et je pense que c'est tout à fait respectable, c'est extrêmement intéressant. Moi, je pense que le problème de ce type de vision, c'est qu'elle a elle a un petit côté romantique, un peu rabinesque, qui fait que c'est compliqué de trouver les gains de productivité qui vont nous permettre de sauver le monde, entre guillemets. Voilà, donc moi, ce que je vois, c'est que dans le numérique, vous avez des forces absolument extraordinaires qui permettent à la fois de créer ces gains de productivité, qui sont juste extraordinaires, qui permettent de recréer des hiérarchies de valeurs qui sont totalement différentes de celles qui, à mon avis, nous tuent aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, je ne vois pas tellement de dichotomie entre révolution numérique et révolution de résilience tout court. Et si vous voulez, c'est assez intéressant parce que régulièrement, moi, j'ai des conversations avec des entreprises où on essaye de construire un projet de long terme et ça s'inscrit assez naturellement dans le projet. Je vous parlais tout à l'heure d'une entreprise minière. L'entreprise minière, pratiquement les entreprises qui polluent le plus qui existent. Vous avez besoin d'énormément d'énergie pour sortir les minerais, vous salopez tout en le faisant. Et cette entreprise a décidé qu'à chaque fois qu'ils feraient un appel d'offres dans le monde, c'est des leaders mondiaux dans leur domaine, ils diraient, une des conditions dans leur réponse, c'était de dire, on vous rendra l'environnement que vous nous avez confié mieux qu'avant. Et ça sera une exigence contractuelle de notre cahier des charges sur ce genre de choses. Donc ils commencent à répondre là-dessus et ils disent, on ne peut pas le faire sans la technologie, c'est impossible. Voilà, donc toute l'articulation de la transformation digitale se fait autour de cette notion-là. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions et réponses. Comme on a dit qu'on va clore vers 18h08, 8h déjà, on est actuellement. Luc, est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose avant qu'on passe? Pour une Suisse, c'est l'angoisse totale parce qu'on a 8 minutes de retard, mais pour les Français, c'est qu'on est en avance. Donc, merci à tous les francophones qui sont connectés ce soir. Merci Suzanne, Philippine, Milly pour votre aide. Olivier, Philippe, mes co-auteurs de l'entreprise de nouvelle génération, qu'on attend tous avec impatience. Et vous avez vu, malgré le virus, malgré la fuite de gaz qui a fait péter la fibre de Gilles, les hackers du management ont tenu séance. Encore merci à toutes et tous. Je retiens qu'il faut expliquer le monde qui vient aux dirigeants, aux leaders. Il faut créer une vision pour fédérer, transgresser un minimum pour réussir, être résilient, intégrer l'environnement, protéger les intrapreneurs pour protéger la transformation. Voilà, on retranscrira cette séance et puis on en fera un article comme d'habitude, auquel vous aurez accès de la même manière qu'on a pu le faire grâce à l'intelligence collective qui s'est déployée lors de l'Open Space Forum que l'on a réalisé en avril. Je vous dis à la prochaine. Suzanne, tu veux montrer les prochains rendez-vous pour les rappeler? Oui, donc est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Très bien. Donc oui, vous pouvez donc vous inscrire. Il y a l'agenda aussi sur thenextgenenterprise.com. Donc une inspiration qui vient de la culture dans le format similaire comme aujourd'hui, donc 1 heure, et puis suivi par Octo Technology, et quelque chose d'interactif où vous recevrez un paquet de Lego pour justement faire du Lego Series Play le 7 juillet, et puis il y en a d'autres qui vont suivre. Peut-être j'aimerais rappeler qu'on a pris les résultats du Open Space du mois d'avril et qu'on va plonger donc les thématiques qui ont été soulevées
C'est les thématiques qui nous guident maintenant dans la recherche d'intervenants. Si vous-même, vous avez l'impression j'ai quelque chose à apporter et que vous aimeriez participer une fois dans un Thrive In comme ce soir, dites-le nous. Ça serait avec un grand plaisir. Si vous avez aussi des choses, d'expériments qu'on pourrait faire en virtuel, donc ça dure un peu plus longtemps justement, donc dites-le nous. Et puis on aura un prochain Brain Drain, donc un forum ouvert, un open space virtuel, aussi très bientôt, sur une thématique qu'on va prendre du open space du mois d'avril pour justement l'approfondir et on va opérer comme ça. Donc, merci beaucoup pour votre venue ce soir. Et pour répondre à Joël, c'est thenextgenenterprise.com qui marche, le lien. Voilà. Gilles, tu as été fantastique comme d'habitude, mais ça, c'était la seule chose dont on était sûr. Donc, bravo à toi. Et si ça vous a plu, vous pouvez applaudir avec les mains de Zoom. Ma fibre est revenue il y a 1 minute. Donc, comme quoi, c'était vraiment c'était de la discrimination pendant le temps de la conférence. Voilà, c'était pour nous éviter de hacker, mais on l'a fait quand même. Bravo Gilles et toute notre amitié pour ça. Et évidemment, vous avez compris que tout le monde était bénévole ce soir et donc un grand merci aussi pour ça parce que ça fait du bien de pouvoir faire des choses dans ce contexte-là, ouvert à tous et à toutes également. Et bravo pour ce que tu fais, c'est fantastique. Vraiment, merci. J'ai été voir votre site web, j'étais très impressionné. Merci Gilles. Suzanne, tous les organisateurs, à bientôt. Et puis à la prochaine avec Martine Chic, prochain rendez-vous sur ce même format. Portez-vous bien. Bon déconfinement. Merci, au revoir, à bientôt. Bye bye. Si vous voulez nous laisser une remarque, faites-le dans les commentaires. Merci beaucoup.